C'est l'heure à présent de notre focus. Nous prenons la direction du Bangladesh. Depuis 2013, le pays connaît une vague d'assassinats contre des blogueurs ou des activistes. Rien que ces 14 derniers mois, 35 personnes ont été tuées. La plupart de ces attaques ont été revendiquées par des groupes terroristes, dont Al-Qaïda dans le sous-continent indien et l'organisation de l'État islamique. Le reportage à Dhaka de Surabhi-Tandon et Thomas Vasseur. Le 25 avril dernier, dans cet immeuble de Dhaka, 2 activistes de la cause homosexuelle se font assassiner à coups de hache. La dernière attaque revendiquée par Al-Qaïda d'une longue série d'homicides contre les minorités au Bangladesh. La famille de Xulan Manan, l'une des victimes, est encore sous le choc. Elle s'est très peu exprimée dans les médias. Quand on tue votre frère, une personne qui compte beaucoup pour vous, il est impossible de pardonner. Surtout quand c'est aussi brutal et violent. En fait, depuis le meurtre de mon frère, je vois la peur sur le visage de mes proches. Mes amis, mes parents, mes collègues, ils ont peur que ça leur arrive aussi. Ils se disent que ça peut arriver à tout le monde maintenant. Cette vague d'assassinats a commencé en 2013. Première victime, des blogueurs qui se revendiquaient athées dans ce pays à 90% musulmans. Mais depuis 2 ans, le cercle des victimes s'est élargi. Professeurs, leaders religieux et travailleurs sociaux sont éliminés, parfois même des musulmans modérés. Le père d'Ahmed Raza Farouki était un imam soufi, un courant souvent décrié par les fondamentalistes. En 2014, lui aussi est tué par des islamistes. Les soufis ne sont pas les seules victimes. D'autres chefs religieux comme les prêtres ont aussi peur pour leur vie. Nous vivons tous dans la peur. La peur de gens qui se disent de la même religion que nous. Ils se disent musulmans, mais en réalité, ils sont inhumains. Des meurtres de plus en plus fréquents. L'année dernière, 20 Bangladais ont été tués. Le mois dernier, ils sont déjà 7 à avoir perdu la vie. Qui est derrière ces attaques ? L'État islamique et Al-Qaïda ont revendiqué la majorité des assassinats. Mais les autorités bangladaises affirment que les responsables sont des extrémistes locaux. Ils pointent du doigt les partis d'opposition. C'est le parti nationaliste BNP à l'aile droite de l'échiquier politique. Il est dirigé par l'ex-premier ministre Begum Khalida Zia. Quand elle était au pouvoir, Khalida était une vitrine pour son parti, qui en secret consolidait ses liens avec les terroristes et les fondamentalistes religieux. Il y a une véritable motivation politique derrière ces actes. Le but est de déstabiliser notre gouvernement. Une accusation grave. Si ce pays musulman a fait le choix de la laïcité lors de son indépendance en 1971, la droite nationaliste, menée par Khalida Zia, s'est radicalisée. Elle est aujourd'hui proche des partis religieux, qui revendiquent un régime islamique. La tension politique est à son paroxysme. Ces derniers mois, des membres de l'opposition ont été emprisonnés. Certains leaders religieux condamnés à des peines lourdes. Mais les blogueurs, comme Arif, restent inquiets. Il a reçu de nombreuses menaces de mort par des fondamentalistes anonymes. Aujourd'hui, il doit vivre dans la clandestinité. Vous voyez cette liste de 19 personnes, elle a été envoyée à tous les médias. Le premier nom, c'est celui de Niladri Chattopadhyay. Il a déjà été tué, son nom est rayé. Et le deuxième nom, c'est le mien. Une tactique qui vise à intimider Arif et les autres blogueurs. Mais malgré les menaces qu'il reçoit, il refuse toute protection policière. Toute ma vie est chamboulée. Mais je n'ai pas peur. Nous n'avons pas peur. Nous avons initié un vrai mouvement d'idées. Nous essayons de construire quelque chose, un meilleur Bangladesh. Car Arif et ses amis faisaient partie du mouvement Shahbag. Des manifestations commençaient à Dhaka en février 2013 pour pousser les autorités à défendre la laïcité, quitte à éliminer les extrémistes religieux. Un mouvement initié par de jeunes blogueurs. Pour Arif, il y a un lien direct entre ces meurtres et les manifestations, car la majorité des victimes y ont participé.
Les partis religieux n'hésitent pas à présenter ces blogueurs politiques comme des athées, même si, comme Arif, ils se disent musulmans. Leur tactique, c'est de nous faire passer pour des ennemis de l'islam. Ils disent que nous critiquons durement la religion et les musulmans. C'est leur justification pour nous mettre à mort. Officiellement, les autorités bangladaises soutiennent les blogueurs assassinés. Pourtant, depuis 2013, un seul de ces meurtres a été résolu par la justice du pays. Alors pour aller plus loin, nous sommes avec Olivier Guillard sur ce plateau, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Asie. Bonjour Olivier Guillard, merci d'être avec nous sur France 24. Alors comment peut-on expliquer ce qui se passe en ce moment au Bangladesh ? Le scénario est relativement complexe en définitive, et puis la trame doit être un petit peu élargie, même si le reportage de votre confrère est particulièrement bien senti, puisqu'il prend une trame assez non pas monochrome, mais multicolore. Donc prenons quelques référents pour nos auditeurs. Le Bangladesh, c'est un pays c'est un pays jeune, c'est un pays qui a moins de 50 ans, donc c'est un petit cinquantenaire. Il est né dans le tourment d'une sécession du Pakistan qui s'est mal passée dans une violence extrême, et de cette violence extrême donc est née une sorte de société civile et politique polarisée sur deux pôles. Donc on les évoquait tout à l'heure avec votre collègue, donc autour d'un parti qui est au pouvoir aujourd'hui, la Ligue Awami, un parti généralement plutôt pro-indien, plutôt orienté vers une ouverture du pays sur l'étranger, et face à lui donc se trouve le BNP, la Bangladesh Nationalist Party, et une petite kyrielle de partis plutôt appartenant à la galaxie politico-religieuse, donc un petit peu plus radicale. On est dans le pays donc où les choses sont polarisées d'un point de vue politique, où l'état de droit est relativement fébrile, où l'autorité de la loi et de l'État sont considérablement sinistrées. Donc on est dans un pays faible, difficile, où on n'a pas encore pardonné aux uns et aux autres d'avoir pris parti, où l'autorité de l'État est juste nominale, pour faire relativement franc, où le coût de l'impunité est relativement peu élevé, puisqu'en définitive, l'évoquait très bien votre confrère un instant, une trentaine d'assassinats, on a seulement poursuivi une seule personne devant les tribunaux. C'est vous dire un petit peu l'ambiance du moment. Et surtout, donc, de toute évidence, on est donc dans le royaume de la mauvaise gouvernance en Asie du Sud. Pourtant, Dieu sait que les voisins ne sont pas de grands modèles. On a le Népal, qui n'est pas un grand modèle. On a le Pakistan à peine plus loin, qui n'est pas non plus le template idéal pour ce genre de choses. On est dans un pays où, en définitive, tout est permis, où la prise de la communauté internationale sur les autorités est relativement basse. Et une fois qu'elles sont investies, directement par les bulletins de vote, les autorités en place, donc démocratiquement élues, se sentent investies de tous les pouvoirs. C'est le royaume de la mauvaise gouvernance qui, aujourd'hui, donc, ne libère pas suffisamment d'espace ou d'autorité pour combattre ce genre de crimes qu'il faut dénoncer, sur un spectre assez large. Mais qu'est-ce qui explique quand même que pendant très longtemps, le Bangladesh, ce pays qui compte la 4e plus importante population musulmane du monde, a été épargné par tous ces mouvements islamistes ? C'est particulièrement vrai. Donc pour être relativement franc, ça fait une bonne petite quinzaine d'années malgré tout que nous avons ce pays qui est un pays fragile, une fois encore. Donc reprenons aussi des ordres de grandeur que nos auditeurs vont bien comprendre. C'est un pays qui est dans un environnement géographique un petit peu compliqué. Il a un seul voisin et demi, donc une grande Inde. C'est un pays qui est exposé à tous les tourments de la nature. Exposition aux cyclones, aux catastrophes naturelles, à la montée des eaux, aux inondations. Donc c'est un pays relativement fragile. Et c'est un pays où, d'une certaine manière, se concentre l'équivalent de 2,5 fois la population française sur un territoire qui ferait à peu près le quart de l'Hexagone. Donc c'est un concentré de misère, de mauvaise gouvernance, d'insuffisance. Pendant longtemps, donc, on s'est posé la question, est-ce que ce pays, donc, qui est un pays dont la masse populaire est majoritairement de foi musulmane, ce pays est-il insularisé par rapport à toutes ces tendances radicales ? Dans une grande mesure, pendant longtemps, on l'a pensé, en se disant peut-être que la population a autre chose à faire, donc étant dans un dénuement de tous les instants que s'occuper de ce genre de choses. Et en fait, ça fait une petite quinzaine d'années qu'on attend, malheureusement, du Bangladesh, qu'il ait une faiblesse particulière, institutionnelle, économique, sociétale ou socio-économique encore, et qui permettrait donc d'en faire un terreau particulier en résonance du Pakistan, de l'Afghanistan voisin, pour donner malheureusement donc un peu d'élan ou de masse critique supplémentaire à ces mouvements islamistes radicaux. Ça n'a pas été le cas jusqu'à il y a quelques années, pour être relativement franc, d'un point de vue statistique par rapport aux autres, mais malheureusement, donc, nous constatons depuis 2-3 ans maintenant une récurrence de ces agressions qui sont le saut compliqué de tendances radicales. Si on décorrèle un petit peu cet environnement du djihadisme international, de l'environnement national, on peut aussi penser que c'est une résonance directe de la très mauvaise gouvernance et de la polarisation extrême de la vie politique. Donc ce n'est pas qu'un phénomène transnational, il faut d'abord regarder d'un point de vue domestique ce qui se passe dans ce pays. Merci beaucoup Olivier Guillard pour votre éclairage.